Aujourd'hui, on va se lancer dans une petite aventure, celle de la pensée. On va voir comment c'est possible de continuer à réfléchir par soi-même à une époque où on a toutes les réponses au bout des doigts. Alors, on va commencer par une question qui pique un peu. Google, ChatGPT, tous ces outils incroyables, est-ce que ce sont des simples assistants qui nous aident ou est-ce qu'ils ne seraient pas en train de devenir nos patrons en décidant à notre place? Dans le monde d'aujourd'hui, on est bombardé d'informations en permanence. Juste prendre le temps de se poser et de réfléchir, c'est presque devenu un acte de résistance. On pourrait même dire un super pouvoir. Le truc, c'est qu'il y a une sorte d'illusion. Avoir la réponse sur son écran, ce n'est pas du tout la même chose que de l'avoir comprise. Et là, il y a un vrai risque que le physicien Étienne Klein appelle le démusclage cognitif. C'est simple, notre cerveau, c'est comme un muscle. Si on arrête de l'utiliser, il s'affaiblit. On connaît tous cette situation, pas vrai? On est dans la même pièce, en famille ou avec des amis, mais en fait, on n'est pas vraiment ensemble. Chacun est scotché à son écran, dans sa propre bulle. Eh bien, il y a un nom un peu compliqué pour ça, l'entropie chronodispersive. En gros, ça veut juste dire que même si nos corps sont au même endroit, nos esprits, eux, ne sont plus synchronisés. Chacun vit à son propre rythme, dans son propre temps. Et le résultat, c'est ça. On est côte à côte, mais mentalement à des kilomètres les uns des autres. C'est pour ça que rien ne remplace une vraie discussion, ce fameux corps à corps, avec une idée pour vraiment l'apprendre et s'en souvenir longtemps. Du coup, on se retrouve à un carrefour. L'intelligence artificielle, on s'en sert pour quoi au juste? Pour booster notre cerveau, le rendre plus fort, ou au contraire pour le mettre en mode veille et le laisser s'endormir? Et toute la différence, elle est là. Un humain, il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Il nuance, il doute. Une machine, elle fait des calculs à une vitesse folle, elle imite la pensée, mais elle ne comprend rien. Il n'y a pas de conscience derrière. Ce démusclage, il a des conséquences très concrètes. On perd nos réflexes en calcul, en orthographe, et même dans la finesse de la langue. Regardez cet exemple tout bête. Entre « allons manger les enfants » et « allons manger les enfants », il y a juste une virgule. Mais elle change tout. La précision de la pensée, ça commence par là. Et attention, cette inquiétude n'est pas nouvelle du tout. Écoutez ce que disait l'écrivain Georges Bernanos en 1947. Ça fait plus de 75 ans. Et il nous alertait déjà sur le risque de devenir les serviteurs de nos propres créations. Mais l'obstacle à la pensée, ce n'est pas toujours la technologie. Parfois, le plus grand piège, c'est notre propre cerveau. On a tendance à croire ce qu'on voit, c'est naturel. Sauf que, comme le disait le philosophe Gaston Bachelard, faire de la science, c'est souvent penser contre son cerveau. Notre première impression, notre intuition, est souvent une fausse piste. Regardez ces tableaux, c'est incroyable. On pense qu'un vélo s'arrête parce qu'il n'a plus de force. En réalité, dans le vide, il continuerait à l'infini. On dit qu'un aspirateur aspire la poussière. Pas du tout. C'est la pression de l'air de la pièce qui la pousse dedans. Pareil pour la paille. Notre bon sens se trompe sur toute la ligne. Alors, comment on fait pour dépasser ça? Avec un outil surpuissant, l'expérience de pensée. En gros, c'est utiliser son imagination de manière logique pour tester une idée. C'est ce qu'a fait Galilée pour comprendre la chute des corps. Tout s'est passé dans sa tête, pas besoin de laboratoire. Attention, c'est un point super important. Avoir un esprit critique, ça ne veut pas dire tout rejeter en bloc et dire non à tout par principe. Ça, c'est juste de la méfiance. Le vrai esprit critique, c'est avant tout être capable de douter de ses propres certitudes. Bon, on a vu les obstacles, les défis, mais alors à quoi ça sert de faire tout cet effort de penser par soi-même? Eh bien, il y a une récompense à la clé, une sensation vraiment unique. C'est une émotion que l'intelligence artificielle, aussi puissante soit-elle, ne pourra jamais connaître. Alors c'est quoi? C'est le déclic, ce moment magique où d'un coup tout s'éclaire. Le « Ah mais oui, c'est ça !» qu'on ressent quand on galère sur un problème et que soudain on pige. On appelle ça la joie humaine de l'intellect. Et ce n'est pas juste un petit plaisir, c'est cette émotion-là qui ancre vraiment une connaissance dans notre mémoire. C'est comme de la supercolle pour les neurones. Et du coup, on comprend mieux le problème. Quand on demande la réponse toute faite à une machine, on se prive de cette joie. Pas d'effort, pas de déclic, et au final, l'information glisse sur nous sans jamais vraiment s'imprimer. Bon alors, comment on fait pour ne pas tomber dans ce piège? Comment on devient un véritable explorateur ou une exploratrice de la pensée? Voici une sorte de boussole, avec 3 conseils. Premièrement, la patience. Réfléchir, ça prend du temps, ce n'est pas un fast-food. Deuxièmement, maîtriser sa langue. Mieux on parle, mieux on écrit, et plus notre pensée peut être riche et précise. Et troisièmement, aimer les paradoxes, ces trucs qui nous retournent le cerveau. C'est souvent là que la vraie réflexion commence. Et pour finir, une dernière question, mais cette fois, elle est pour tout le monde. Est-ce que cette présentation a vraiment fait réfléchir ou est-ce qu'elle a juste servi une pensée toute prête, pré-mâchée?
La véritable aventure, maintenant, elle commence. Et la première règle, c'est de tout remettre en question, y compris ce que l'on vient de voir ensemble.